Salut! Alors aujourd'hui, si ma gorge me le permet avec les histoires de pollen, je pense que vous allez entendre que ma voix sera un petit peu, le vieux chariot. Bon, voilà, c'est le printemps, donc ma voix est cassée. Aujourd'hui, disais-je, nous allons parler donc du tome 2 du Sorceleur, puisque on a parlé du tome 1 il y a pas la dernière fois mais celle d'avant, donc l'épée de la Providence, que j'ai aussi réécouté en livre audio, donc c'était la deuxième fois que je le lisais, et dans le cadre de ma relecture par livre audio de cette saga qui, ma foi, est parmi mes trucs préférés. Alors, le résumé, encore une fois, comme c'est un recueil de nouvelles, il y a un résumé à faire par nouvelle, et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je vais être obligée de m'aider de Wikipédia pour regarder la liste des nouvelles, parce que sinon je ne vais plus me rappeler lesquelles il y avait et dans quel ordre. Donc la première, c'est Les limites du possible. Donc c'est une nouvelle où Gérald rencontre un mec qui s'appelle Borch Troishuka et qui voyage avec deux filles qui s'appellent Théa et Véa. Enfin, c'est pas leur vrai nom, mais il les appelle comme ça parce qu'il dit que leurs vrais noms sont trop compliqués à prononcer. Qui sont des guerrières qui parlent pas beaucoup et qui ont vachement envie de défoncer tout le monde. Et donc c'est un mec plutôt sympa et mystérieux et qui dit à Gérald vas-y je t'invite, on va bouffer ensemble et tout. Donc il a l'air sympa comme ça au premier abord. Et il dit mais pourquoi tu vas pas chasser le dragon en ce moment, tout le monde va chasser le dragon et tout. Et Gérald lui dit non mais moi je chasse pas les dragons, ça rentre pas dans mes principes, point à la ligne. Donc Borch Troishuka lui dit on va aller à je sais plus quelle ville, je me souviens plus comment elle s'appelle, viens on y va ensemble, on va s'amuser là-bas. Gérald c'est d'accord, mais sur le trajet il croise Jasquier et toute une bande de gens qui sont bloqués parce qu'on leur interdit le passage dans une ville aussi je crois, ou peut-être un étang, je sais plus, enfin en tout cas on leur interdit de passer à un endroit parce qu'en fait le fameux dragon qu'il y a plein de gens qui sont en train de chasser. Il paraît qu'il a un trésor et donc il y a le roi de je sais plus trop où. Oui, c'est les résumés selon moi, hein, donc désolé si c'est approximatif. Qui a décidé qu'il avait bien envie de se prendre le dragon et le trésor pour lui. Le dragon parce que du coup ce sera épique, comme ça il pourra dire qu'il a tué un dragon. Puis apparemment il y a une princesse aussi de je sais plus où qui a dit qu'elle épouserait le premier mec qui lui ramènerait la tête d'un dragon, sachant qu'il n'en existe presque plus. C'était un peu une façon de dire qu'elle épouserait personne, mais bon, lui il s'en est trouvé un, donc il se dit c'est cool, c'est une bonne occasion. Donc il a envie de se le garder pour lui, donc il empêche les autres gens de passer. Donc ils vont essayer de passer quand même et d'aller voir ce qui se passe avec le dragon, sachant qu'il y a plein de gens qui sont là pour le buter. Il y a un groupe de nains, il y a pas mal de guerriers, il y a un chevalier qui est venu en mode les dragons c'est le mal, moi je vais le tuer parce que c'est l'incarnation du mal sur terre et tout ça. Donc il y en a qui sont intéressés par l'argent, il y en a qui sont intéressés par le côté épique de tuer un dragon. Et puis il y a un druide qui est là et qui a pas trop envie qu'on tue un dragon parce que c'est une espèce en voie de disparition. Et Gérald il dit pas trop ce qu'il pense, mais bon, si on le connaît, on sait qu'en général il est pas trop pour buter les créatures intelligentes. Et le fameux Troishuka, on ne sait pas non plus ce qu'il est et ce qu'il fait là au début. Et donc la question ça va être qu'est-ce qui va se passer avec tout ce beau monde, sachant qu'il y a aussi Yennefer qui va s'incruster dans l'histoire après. Donc qu'est-ce que Gérald aussi va faire, sachant que Yennefer elle a envie de buter le dragon parce que apparemment quelqu'un lui aurait dit qu'il y avait peut-être une possibilité de lui rendre sa fertilité qu'elle a perdue en devenant magicienne si elle donnait des ingrédients justement provenant d'un dragon à une certaine personne. Donc voilà, il est possible que les plans de Yennefer et de Gérald ne soient pas en accord l'un avec l'autre. Donc voilà, ça c'est la première. Ensuite il y a Éclat de glace. Alors ça c'est une nouvelle où au départ on est avec Gérald et Yennefer qui sont revenus ensemble et qui ont l'air tout à fait de bien s'amuser. Enfin, ils ont l'air d'être un couple qui va bien, normal. Sauf qu'au bout d'un moment, on apprend que Yennefer, en fait, la moitié du temps, quand elle est pas là, elle va voir un magicien avec qui elle sort aussi, apparemment. Enfin, en tout cas, ouais, elle a l'air de coucher avec. Enfin, c'est son amant, quoi, merde. Donc, le magicien veut parler à Gérald pour lui dire, écoute, casse-toi, moi j'ai une vraie relation avec elle, alors que toi t'es qu'une amourette de passage, donc casse-toi. Après, Gérald lui fait comprendre que c'est pas qu'une amourette de passage et que c'est lui qui a qu'à se casser. Donc les deux commencent à
à se menacer, à vouloir se foutre sur la gueule, et donc on sait pas trop est-ce qu'ils vont se battre, est-ce que Yennefer va choisir, et voilà, c'est ça le problème. Et cette nouvelle, moi, ça a été une de celles qui m'a le plus posé problème, justement parce que elle est tellement remplie de sous-entendus qu'il y a quasiment rien en dehors, mais j'y reviendrai. Ensuite, le feu éternel, ça c'est une nouvelle que j'ai plus bien aimée, parce qu'elle est assez rigolote d'ailleurs. C'est en fait un Doppler qui a pris la place d'un hobbit et qui a vendu ses chevaux pour ensuite acheter des marchandises, etc. avec. Et on ne sait pas ce qu'il a fait de ces marchandises, mais du coup le hobbit, quand il arrive en ville, déjà au départ on lui a volé son chariot, on lui a volé ses affaires, on a pris sa place et tout, donc il crie au voleur, il veut qu'on l'aide. Donc Géralt, Jaskier et compagnie... Enfin, la compagnie, c'est juste le Hobbit, en fait. Ils essayent d'arrêter le Doppler et de lui dire « qu'est-ce que t'as fait ?» et tout, mais le Doppler arrive à s'enfuir. Donc après, la question, c'est qu'est-ce qu'il a foutu ? Et en même temps, en ville, il y a justement le Feu Éternel, qui sont une espèce de bande de fanatiques religieux qui ont envie d'exterminer les monstres. Et donc déjà, il y a l'aubergiste qui dit « Ouais, je vais appeler la garde et tout » quand il voit qu'il y a un Doppler chez lui. Et après, ces mecs-là... suivent Géralt et Jaskier et leur disent de quitter la ville. Donc on se dit que ça a pété avec ces mecs-là, en même temps que la problématique c'est d'aider Dumpty, Biberbelt, le Hobbit, à retrouver le Doppler pour lui dire « Qu'est-ce que t'as fait de mon argent, connard ?» Ensuite, une once d'abnégation. Ça, c'est une nouvelle où Géralt est engagé par un mec... J'ai envie de dire un vieux mec, parce qu'il est vraiment pas très intéressant. Enfin, c'est un seigneur local, quoi, qui lui demande de traduire ce qu'il dit pour parler avec une sirène, parce qu'en fait, il est amoureux d'une sirène. Et il voudrait lui demander de se faire enchanter par un magicien ou quoi, pour qu'elle se transforme en femme et qu'elle vienne vivre avec lui. Le truc, c'est que la sirène veut lui demander la même chose, qu'il a qu'à se faire enchanter pour se transformer en triton et venir vivre dans la mer avec elle. Et l'un et l'autre disent qu'ils ont pas que ça à faire et que c'est dégueulasse d'aller dans le monde de l'autre, ça les intéresse pas, ils veulent que l'autre les rejoigne. Et du coup, la sirène dit ouais, il a pas une once d'abnégation. Et donc toute la problématique va être sur ça, sur l'abnégation qu'on est censé avoir par amour. Entre-temps, il y a Jaskier qui est engagé pour chanter au mariage de je sais plus qui. Et là-bas, Géralt va rencontrer une autre barde qui s'appelle Essie Petit-Œil. Au départ, ils vont un peu s'envoyer des vannes, mais rapidement, on va se rendre compte qu'elle est en kiff sur Géralt. Et Géralt, il se dit qu'elle est bien mignonne, mais que c'est pas Yennefer. Donc, la question, c'est... en plus, il a l'air de penser qu'elle s'intéresse à lui parce qu'elle trouve que c'est... cool entre guillemets de faire des trucs avec un sorceleur et que du coup il se dit qu'elle l'aime pas pour lui-même, etc. Et après lui il dit rien de tout ça, mais ça c'est l'analyse de Jaskier et je me dis que si on nous la donne c'est probablement qu'elle est pas fausse, mais en tout cas voilà, donc elle est en kiff sur lui et lui non, et donc il se comporte un peu bizarrement avec elle. Et en parallèle de ça, il y a eu des pêcheurs qui se sont fait tuer par on sait pas quoi. Des pêcheurs qui vont récolter des perles sur les terres du fameux seigneur qui est amoureux de la sirène. Et donc le fameux Agloval, là, le seigneur qui est amoureux de la sirène, rappelle Geralt, alors qu'il lui avait dit qu'il allait plus jamais lui parler, pour lui dire d'aller enquêter sur qu'est-ce qui s'est passé avec les mecs qui se sont fait tuer par on sait pas quoi. Donc Géralt est censé aller enquêter là-bas. Ensuite, l'épée de la Providence, qui est la nouvelle donc qui donne son nom au recueil et qui est, à mon avis, la meilleure nouvelle du recueil et qui a eu un prix et tout. Et pour une fois, je suis d'accord avec les prix. Dans le recueil précédent, le dernier vœu, c'était Le Moindre Mal qui avait eu un prix. Et je suis effectivement d'accord qu'elle était géniale, cette nouvelle. Même si celle avec Yennefer aussi... m'a paru génial. Mais bon, du coup, là, c'est celle-là, à mon avis, ma préférée et la meilleure. Donc celle-là, c'est au départ Gérald qui arrive devant la forêt de Brokilon où vivent les Dryades, et il trouve un enfant qui s'est fait buter par une flèche et un autre mec blessé. Lui, il est venu là pour négocier auprès de la chef des Dryades au nom d'un roi qui veut leur proposer de leur donner un petit terrain, enfin de leur laisser, parce que bon, à la base, la forêt, elle est à elle, de leur laisser un petit terrain qu'ils raseront pas, en échange du fait qu'elle leur laisse prendre la majorité de la forêt. Voilà, en gros, ils vont pas les exterminer, ils vont leur laisser un petit endroit où vivre. Lui, il a sûrement déjà l'impression d'être conciliant en leur demandant ça, parce que les autres rois ont juste envie de les exterminer. Mais bon, donc Gérald vient apporter cette parole-là, parce que lui, il préfère quand même aussi qu'elle survive, même si il doit pas non plus être super motivé par l'idée de raser la forêt, mais bon, il préfère sûrement que les Dryades ne meurent pas, donc il vient de dire ça. Mais comme il trouve les morts et le mec blessé, il leur demande de pas...
soit d'achever le mec ou soit de s'en occuper, mais de pas le laisser agoniser comme ça dans un fossé, c'est quand même pas cool. Et pendant qu'il est avec une dryade en train de parcourir le chemin pour aller jusqu'à la chef des dryades, il trouve Ciri, donc l'enfant qui lui est destiné, etc. Alors lui il comprend pas tout de suite que c'est elle, mais il le comprend plus rapidement qu'elle. Le problème c'est que une fille qui met les pieds dans la forêt des dryades est supposée devenir une dryade et ne jamais en ressortir. Donc la chef des dryades va vouloir se garder Ciri. Et Géralt n'est pas trop d'accord avec ça. Ciri non plus d'ailleurs au départ. Elle est bien contente d'y aller parce qu'elle avait vraiment envie de s'enfuir parce qu'en fait il y avait sa grand-mère qui voulait la marier à un gars. Et Ciri, elle voulait pas se marier, donc elle s'est enfuie. C'est pour ça qu'elle est partie dans la forêt de base. Donc elle était bien contente d'y aller au début, mais elle avait pas spécialement envie d'y passer toute sa vie et de devenir une dryade. Donc voilà, la problématique, ça va être, est-ce que Géralt va réussir à négocier avec la chef des dryades pour faire sortir Ciri? Ensuite, la nouvelle quelque chose en plus, qui est évidemment pas mal, parce que c'est la dernière, et qu'il faut bien terminer par un truc émouvant. Donc dans celle-là, Géralt se fait blesser en voulant aider un marchand qui a coincé son chariot et qui est dans un endroit où apparemment il y a des créatures dont je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, qui attaquent en bande la nuit et qui mordent et qui ont l'air d'exterminer pas mal de monde. Donc Géralt il se boit un élixir et il se bat avec des dizaines de créatures en mode je me bats jusqu'à la mort, etc. Et il arrive à toutes les défoncer, mais il se fait mordre à la cuisse et il est dans un sale état à la fin. Le marchand le prend avec lui et essaye de le soigner. Et Géralt boit des élixirs pour essayer de... Je sais pas si c'est pour de rester réveillé ou... Parce que peut-être qu'il pense que s'il s'évanouit, il va peut-être mourir ou je sais pas. En tout cas, il boit des élixirs en disant au mec que c'est pour le soigner, mais ça lui donne des hallucinations et plus tard, il y a une magicienne qui lui dit « T'aurais pas dû prendre des hallucinogènes ». Enfin, je sais pas à quoi servaient ces élixirs précisément. En tout cas, ces élixirs vont le faire revoir des flashbacks de son passé et donc des flashbacks qui vont concerner soit Yennefer, soit Ciri. Donc c'est probablement les gens auxquels il tient le plus. On va voir la dernière fois qu'il a vu Yennefer et la première fois qu'il a vu Ciri. Parce qu'en fait, il était allé à Cintra. Selon lui, c'était juste pour voir à quoi ressemblait l'enfant de la Providence. Mais il voulait pas l'emmener, c'est ce qu'il dit en tout cas. C'est difficile à dire avec lui, il est assez mystérieux. Et donc finalement... Géralt va souffrir pendant je ne sais combien de temps. Le marchand va finir par comprendre qu'il est gravement blessé et qu'il faut appeler de l'aide. Donc il va faire appel à une magicienne et Géralt pense que c'est probablement sa mère. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si on en a la confirmation, en tout cas c'est ce qu'il a l'air de considérer. Et donc sa mère va le soigner. Et pendant ce temps-là, alors que Géralt voulait retourner à Cintra pour chercher Ciri, ou pour voir comment elle allait peut-être, je sais pas, parce qu'avec lui on sait jamais, il y va, puis en fait après il dit qu'il veut pas l'emmener, donc je sais pas ce qu'il voulait faire, en tout cas il voulait sûrement voir Ciri, et en fait il apprend en croisant Jasquier et toute une bande de gens qui essayent de passer un bac sur un fleuve ou une rivière, il apprend qu'il y a eu la guerre à Cintra, qu'il y a eu un massacre d'ailleurs, et que c'est Nilfgaard qui a massacré tout le monde à Cintra, et que donc les gens fuient, et Jasquier lui dit mais ça sert à rien que tu y ailles pour trouver ta princesse de Cintra et tout, elle est morte, tout le monde est mort à Cintra et tout. Donc la question est, qu'est-ce qui est arrivé à Ciri? Est-ce que Géralt va la retrouver? Qu'est-ce qui va se passer avec la Providence? Voilà. Donc voilà le résumé, qui est toujours plus long quand c'est des résumés de nouvelles et quand c'est moi qui le fais les résumés. Parce que c'est un petit peu à la Schnaps, quoi. L'histoire, voilà, je viens de vous en parler, c'est toujours des nouvelles et c'est toujours avec une espèce de morale, mais des morales plutôt pragmatiques. Et pas cliché, où on voit bien que c'est des morales qu'on se crée soi-même pour essayer de tenir dans un monde chaotique, quoi. Même si, contrairement à la vraie vie, il y a la Providence. Donc, il faut l'admettre, on n'est pas dans un monde où les lois sont exactement les mêmes que dans le nôtre. Même si la Providence, elle a pas l'air spécialement sympa ou bienveillante ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, elle est à la hauteur du reste du monde. Elle est plutôt implacable et cruelle. Mais c'est quand même une espèce de loi qui peut être un peu comme un dieu ou une religion ou quelque chose ou la prédestination enfin c'est un truc quand même qui nous donne plus d'importance que ce qu'on en a en réalité, quoi. Du coup le concept c'est toujours de nous montrer un monde qui est un juste milieu entre un monde de contes et un monde très crado avec les pires aspects d'une autre. Et avec le regard de Géralt qui est un mec extrêmement désillusionné, ce qui en général lui apporte des avantages dans la plupart des situations parce qu'il n'est pas du tout naïf et au contraire du coup il a tendance à griller les gens qui mentent,
à comprendre les arnaques et à savoir qui est de bonne foi, qui est de mauvaise foi, etc. Mais par contre, son côté complètement sceptique va un peu se retourner contre lui par rapport à la providence, parce qu'il va se dire qu'il y croit pas, que c'est que du hasard, etc. Et manifestement, la providence dans ce monde, quand tu y crois pas et que tu la rejettes, elle se venge. D'où le côté l'épée de la providence, parce que la providence, c'est une épée, ça fait mal, ça blesse, et où la dryade va dire plusieurs fois que la providence, c'est une épée à double tranchant. Donc c'est dangereux, il faut pas déconner avec la providence. Le déroulement de l'intrigue, ça dépend des nouvelles, mais c'est toujours un peu pareil, il y a toujours ce côté enquête, probablement quand même moins que dans le recueil précédent. Là, c'est beaucoup plus porté sur l'émotionnel, soit les relations entre Geralt et Yennefer, ou entre Geralt et Ciri, ou entre Geralt et la Providence. Mais c'est beaucoup plus psychologique, on va dire, que dans la précédente, où c'est pas qu'il y avait pas de psychologique, mais il y avait vraiment un côté enquête. Bon, là, il y en a dans la nouvelle avec Doudou. Doudou le Doppler, hein. Parce que si j'ai pas précisé comment il s'appelait, vous allez me dire, mais de quoi tu parles? Il y en a aussi un peu dans la nouvelle avec le dragon. Mais dans celle avec Yennefer, c'est pas du tout le propos. Dans celle avec Ciri non plus. Donc, grosso modo, ça a quand même diminué d'importance. Vraiment, il y a plus le côté... on confronte Geralt à ses difficultés, à ses démons, et on regarde ce que ça fait, quoi. La fin, évidemment, j'y reviendrai. Les personnages, c'est toujours les mêmes, donc je sais pas si ça vaut la peine que j'en reparle. Il y en a des nouveaux, mais du coup, les nouveaux, c'est des personnages propres aux nouvelles. Donc il y a, comme je vous disais, Borch 3 Chouka dans la première, qui est vraiment classe et vraiment sympa. C'est très agréable de le suivre et j'aimerais beaucoup le revoir. Je me souviens pas si on le voit dans le jeu vidéo, je sais qu'on voit sa fille, mais lui, je me souviens pas si on le voit. Doudou, on le revoit dans le jeu vidéo, donc si vous avez envie de le revoir, normalement c'est possible. Et je sais plus si on revoit Dumpty aussi. Mais en tout cas, Doudou, il est vraiment sympa. Bon, la sirène, c'est vraiment sa relation avec son Agloval, là, qui est rigolote, parce que les deux, ils s'aiment, mais en même temps, ils se comprennent pas du tout, et quand ils s'insultent et tout, c'est marrant de voir les insultes de sirène et de voir les traductions de Geralt et tout ça. Mais sinon, en soi, je pense pas qu'elle soit un perso intéressant en propre. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de nouveaux persos intéressants? Non. Il y a une dryade qu'on suit qui est très sympa pendant la nouvelle l'épée de la Providence. On apprend aussi un peu à connaître et j'aime beaucoup comment elle parle, sa personnalité. J'aime vraiment beaucoup les dryades, comment elles sont faites et tout. Je pense vraiment que c'est... Enfin, cette nouvelle, de toute façon, c'est largement ma préférée, je pense. Ouais, donc il y a plein de nouveaux persos intéressants, mais rien qui sort de l'ordinaire par rapport au recueil précédent, et Geralt est fidèle à lui-même. Yennefer aussi, même si elle est peut-être un peu plus torturée que comme on l'a vu avant. Cela dit, elle avait déjà ce potentiel-là, c'est juste qu'on l'a peut-être moins vu avant. L'apparence, c'est toujours pareil, hein, on sait toujours comment... je peux toujours vous dire dans le détail à quoi ressemblent Geralt, Yennefer et Ciri. Oui, Ciri en plus, parce qu'avant elle était pas née. Ciri avec ses cheveux gris souris et ses grands yeux verts que sa grand-mère avait aussi. Elle est assez marrante parce que imaginez des cheveux gris sur un enfant et tout, c'est un peu bizarre, mais ça lui donne justement ce côté petit animal un peu. J'aime bien aussi qu'ils disent qu'elle a une odeur de moineau dans la nouvelle l'épée de la Providence. C'est rigolo, de moineau mouillé et tout. C'est mignon. En même temps, on comprend qu'elle est sale et que c'est un enfant avec le côté justement un peu crado des enfants, mais en même temps, il y a le côté un peu mignon et un peu fragile, quoi. L'apparence est toujours bien décrite et le dragon aussi, je vous dirai pas lequel, mais le dragon, il est bien décrit, il est beau. Il y a vraiment beaucoup de beaux persos et ouais, donc les descriptions, je trouve qu'elles sont vachement bien avec cet auteur. Bon, la personnalité, c'est toujours très, très profond, même si, comme je vous dis, on a droit à des nouvelles avec des passages entiers de sous-entendus, de métaphores et tout, où du coup, moi, je me dis, mais je suis pas sûre de comprendre, et du coup, au bout d'un moment, limite, je décroche tellement je suis plus sûre de rien. Donc ça m'a un peu attristée, mais bon. Les grands passages comme ça, où on se parle que par métaphore pour parler de ce qu'on ressent, c'est très bien pour moi dans les chansons, mais alors dans les nouvelles ou dans les romans... c'est pas... Enfin, voilà quoi, pour moi c'est fait pour un poème, c'est pas fait pour un roman, donc je suis un peu désappointée par ça. Et c'est joli, hein, mais le truc c'est qu'il faudrait que je le relise 50 fois, ligne par ligne, en m'arrêtant pour réfléchir et tout, pour essayer de comprendre, et même si je faisais ça, je serais même pas sûre. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça marche aussi bien pour moi, pour un poème ou pour une musique. C'est parce que c'est ce qui me donne envie de la remettre, ou de la réécouter,
de la garder en tête, etc. Parce que justement, je comprends pas. Mais si c'est pour une nouvelle, je suis censée faire quoi? La garder près de moi et la relire tous les soirs? C'est pas le type de relation que j'entretiens avec les romans perso ou avec les nouvelles. Donc je suis perturbée. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir des recueils de nouvelles comme livre de chevet, et si c'est le cas, bah du coup c'est bien. Mais bon, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la personnalité, c'est plus l'écriture ça, mais tout ça pour vous dire que les personnalités des persos sont torturées, c'est bien, mais j'aimerais bien qu'ils soient torturés de manière plus explicite. L'évolution, bah il y en a toujours, hein, parce que Gérald, comme je vous dis, il a décidé de pas croire à la providence, et ce recueil va globalement constituer une série de claques qui vont lui dire regarde la providence en face, connard. Donc il va bien être obligé de se remettre en question et d'évoluer et de revenir sur ses positions. Après, en dehors de Gérald, il y a des petites évolutions, mais pas autant. Mais bon, en même temps, on peut pas suivre tout le monde. C'est Gérald le héros, c'est lui qu'on voit le plus et tout. Donc tout le monde ne peut pas avoir la place d'évoluer, surtout dans des nouvelles. Mais si, quand même, il y a des persos, même dans les nouvelles, qui évoluent. Bah, la Dryade, elle passe par plusieurs stades. Dumpty le Hobbit aussi. Dans sa relation avec Doudou, il passe par pas mal de stades. Donc si les persos évoluent carrément. L'univers et lui et les créatures, bah, je vous ai déjà un peu expliqué, un peu beaucoup expliqué le concept toujours pareil, le côté conte et en même temps désillusionné. Le truc du mec amoureux d'une sirène et tout, ça fait vraiment conte de base, genre la petite sirène et tout. Et le fait qu'aucun des deux ait envie de faire l'effort d'aller dans le monde de l'autre... bah tout de suite ça nous remet dans le réalisme et on se dit ah ouais voilà c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et en plus on a toujours Jasquier pour faire le pont entre les deux, qui nous dit que lui il va écrire une balade où la sirène va accepter de se faire transformer en humaine et d'avoir des jambes et d'aller rejoindre son amoureux. Et on se dit bah oui, mais du coup en fait dans notre vision des choses c'est normal que ce soit la sirène qui renonce à ses attributs pour devenir comme nous. Et c'est ça notre idéal, entre guillemets, donc on est vachement égoïste et égocentrique aussi dans ce qu'on a envie qu'il soit vrai, quoi. Et ça nous montre, en fin de compte, que dans nos contes, on se fait vachement plaisir et qu'on n'est pas du tout réaliste ou empathique. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est qu'on a toujours Jasquier qui représente justement le côté conte féerique et le truc qu'on a envie de croire, et qui nous dit, regardez comme vous êtes complaisant d'habitude quand vous lisez des contes, des histoires, et comme on vous donne ce que vous avez envie de voir, et c'est pas la réalité, et c'est pas sympa, en quelque sorte, quoi. Et là, on est vraiment confronté à ça, au fait que notre côté rêveur, irréaliste et tout, peut en fait être égoïste, blessant et voire dangereux par moment, quoi. Donc c'est vraiment... en fait, voilà, avant, j'aimais pas du tout Jasquier, mais... je l'aimais pas en tant que personne, si je m'imaginais le connaître, etc. Mais en tant que perso dans l'œuvre, il a vraiment une place importante et même indispensable. Et heureusement qu'il est là, et c'est une super bonne idée en fait de nous montrer justement à quel point le personnage de Jasquier justement il paraît cucu, concon et décalé dans son monde, parce que le monde justement est violent et cynique, et les chansons des bardes justement ça va bien 5 minutes dans les tavernes, mais même les gens qui les écoutent disent ah c'est beau mais c'est pas réaliste. À chaque fois les gens qui sont à fond c'est les filles, genre les jeunes filles qui chialent et tout en disant oh là là c'est beau, dites-nous que c'est vrai, dites-nous comment ça a fini, allez dites-nous qu'ils ont vécu heureux et qu'ils ont eu beaucoup d'enfants, et là tu te dis ouais c'est ça. donc voilà, c'est ça l'univers de The Witcher, et c'est ça qui est génial. Logique et cohésion, j'ai toujours pas vu de problème, et encore une fois il y a toujours le côté enquête où il y a des trucs assez foufous d'un point de vue logique, etc. Où t'as des gens qui sont là, tu sais pas vraiment de quel côté ils sont, et tu vois des retournements de situation où ils font des alliances, des trahisons, des machins, et t'as vraiment l'impression que chacun d'entre eux a sa personnalité qui paraît crédible, et même s'il y en a qui peuvent paraître clichés dans leur manière de parler ou même d'agir, mais ils vont quand même avoir suffisamment de liberté, je sais pas si je peux dire ça, pour avoir des réactions qu'on va pas prévoir, alors même qu'on les trouvait peut-être méprisables et qu'on les prenait pas trop en compte et qu'on se disait oui c'est des persos secondaires. En fait, ils peuvent quand même tout le temps s'avérer imprévisibles, et pour des raisons qui sont totalement logiques par rapport à eux. Donc c'est vraiment rare, je trouve, d'avoir des histoires où tous les persos secondaires sont aussi fouillés et aussi crédibles. Pour le coup, c'est vraiment un gros point fort. Mystère et découverte, il y en a toujours plein. Franchement, on pouvait se dire qu'on avait déjà exploré le monde dans le recueil précédent, mais non. La forêt des Dryades, la forêt de Brokilon, j'ai vraiment adoré l'explorer, à quoi elle ressemblait, ce côté un peu beau, majestueux, dangereux, avec des créatures qu'on ne voit plus dans le reste du monde et tout ça. Et puis en même temps, le fait qu'on nous dise que les hommes ils arrivent et qu'ils veulent tout raser.
Enfin tout ça, ouais, c'est réaliste, c'est l'actualité. Et en même temps, il y avait vraiment un côté beau, mystérieux, etc. Même dans les dryades, leur manière de vivre, de se comporter et tout. Il y avait beaucoup de mystères, et vous allez me dire, tu parles toujours de cette nouvelle, mais c'est parce que je l'ai vraiment adorée. Avec les dragons aussi, il y avait une bonne dose de mystère, et pour le coup, ça faisait rêver, et c'est suffisamment agréable pour être souligné, parce que comme je vous disais, cet auteur, ce monde, tout ça, c'est assez cynique et sombre. Donc quand on a une nouvelle qui se termine sur une touche d'espoir et quelque chose qui fait rêver, on peut quand même en profiter. Donc ouais, du mystère et de la découverte, il y en a beaucoup. Et puis la Providence, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça, comment Gérald va être obligé de retrouver Ciri, même s'il a décidé de pas le faire. Enfin, de la retrouver, oui, mais il veut pas l'emporter avec lui parce qu'il veut pas l'enlever à sa famille, il veut pas lui imposer une vie de sorceleur. Enfin, il culpabilise et il se prend la tête, quoi. Mais la Providence ne laisse pas le choix aux gens. Donc, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça, et on sera pas déçus. L'écriture, elle est toujours pareille, toujours extrêmement poétique, comme je vous disais, extrêmement pleine de métaphores et de sous-entendus. Donc à des moments, ça me fatigue, à des moments, je trouve ça très beau. C'est peut-être mieux comme ça, d'une certaine manière, mais comme je vous disais, c'est vraiment la nouvelle L'éclat de glace qui m'a poussé un peu au-delà de mes retranchements par rapport au quota de sous-entendus et de métaphores, mais sinon les autres ça pouvait aller. Pourtant il y en a des sous-entendus et des métaphores aussi dans l'épée de la Providence, hein, mais ça me paraissait plus justifié par la situation, on va dire. Enfin après vous allez me dire, quand les histoires d'amour c'est pareil, il y a beaucoup de non-dits, et quand on a des conversations avec les gens, c'est pas facile de parler de sentiments, donc des fois passer par des métaphores, etc. Mais bon, je suis pas sûre que dans la vraie vie, des gens arrivent vraiment à se quitter par poème interposé ou ce genre de truc. Je sais pas. En tout cas, ça me faciliterait pas la tâche si c'était le cas. Je soupire parce que ça a peut-être un petit peu déjà été le cas, mais c'est pas le sujet. Donc ouais, poésie et toute contemplation, il y en a toujours plein. Il y a vraiment des très belles histoires, des très belles images. Tout est bien décrit, mais voilà, il y a beaucoup de sous-entendus. Alors si ça vous dérange pas, si même vous trouvez ça beau et que vous avez l'impression justement que ça vous aide à plus vous immerger, vous allez trouver ça génial. Mais si vous êtes comme moi, vous allez être un petit peu en galère. Après, c'est jamais... je dis c'est jamais au point d'être décourageant. Si, puisque la première fois que j'avais commencé à lire la saga, je crois que je m'étais arrêtée justement au début de ce recueil. Je sais pas, c'est peut-être justement en lisant L'éclat de glace que je m'étais arrêtée. Je me souviens plus où je m'étais arrêtée précisément, mais je sais que c'était dans je crois que j'avais commencé ce recueil et que j'avais pas continué. Ou peut-être que j'ai arrêté à la fin du précédent, j'en suis même pas sûre, mais justement, j'avais surchargé en sous-entendu et en métaphore. Je me rendais compte que je suivais plus et ça m'avait découragée. Mais en tout cas, ça vaut la peine d'insister si jamais vous sentez aussi cette difficulté, parce que après, l'histoire des romans est vraiment géniale. Et puis, ça vaut aussi la peine de l'écouter en livre audio, parce que quand ça va plus lentement et qu'il y a des voix différentes en fonction des persos, ça demande déjà un effort en moins pour se rappeler de qui est qui et se faire une image mentale des gens et tout. C'est une ressource que vous pourrez consacrer justement à comprendre les sous-entendus. Donc vous serez peut-être un peu moins paumé, et puis comme ça va plus lentement surtout, vous louperez moins d'informations. Même si, il y aura toujours beaucoup de sous-entendus, mais c'est pas dans toutes les nouvelles, et ça peut se passer, mais voilà. Faut savoir que c'est vraiment le pire passage. Je crois que ce recueil, c'est vraiment le pire au niveau des sous-entendus, et qu'après, ce sera pas comme ça dans les romans. Enfin, pas à ce niveau, en tout cas. Suspense et action, il y en a toujours plein, même si... j'allais dire qu'il y a peut-être eu moins de combats que dans le précédent, mais il y en a un, justement, dans la dernière nouvelle, quand Gérald te passe la nuit à se battre contre les créatures, là. Il y a un combat avec le Doppler, il y a un... il y a un gros truc, je sais même pas si on peut dire un combat, mais il y a une grosse série de... Si, on va dire une grosse série quand même de combats dans la nouvelle du dragon, donc si, il y en a. J'ai vraiment l'impression que c'était plus axé sur la psychologie, mais ça n'a pas empêché qu'il a pu y avoir des combats par moment. Donc du suspense et de l'action, il y en a, même si le suspense, encore une fois, est plus sur la psychologie que sur l'action. Les dialogues, ils sont toujours aussi stylés, les mêmes qualités que dans le premier. Je pense pas que ça se soit ni amélioré, ni dégradé. Il y a vraiment beaucoup de poésie dans tout, et il y a des persos à côté de ça qui sont très crus, voire crado et tout, et du coup qui nous font genre éclater de rire dans des moments où on se dit... on était dans la tension et tout. Et c'est vraiment sympa
ce contraste, et puis c'est jamais méprisant. Comme je vous dis, même les persos qui sont vraiment paysans ou vraiment bourrins et tout, genre les nains, etc., ils sont pas du tout débiles, et ils ont leurs propres qualités, et on voit qu'il y a des défauts que les humains ont et qu'ils ont pas. Enfin, je dis ça pour les nains, mais pour les paysans, il y a des défauts que les riches ont qu'ils ont pas. Donc au final, il n'y a vraiment pas de condescendance, même dans le côté un peu primitif du truc. Il y a toujours un aspect beau. Ouais, tout le monde en fait a droit à sa part de qualité, de beauté, etc. Même si tout le monde a aussi le droit à ses défauts et à ce qu'on se moque un peu de lui. C'est vraiment bien fait de ce point de vue-là parce que ça nous incite vraiment à essayer de comprendre justement les différences plutôt que... Et puis de les voir comme une richesse plutôt que de se moquer des gens ou d'être dans le rejet. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de moqueries, entre guillemets, et d'ironie par rapport au racisme et au fait que les gens se rejettent les uns les autres. Ça fait vraiment plaisir à lire quand on est un peu adepte de la tolérance. Donc crédibilité et réalisme, c'est vraiment bien. Il y a tout, comme je vous dis. Les elfes parlent pas comme les nains, les pauvres parlent pas comme les riches, les dryades parlent pas comme les humains. Donc c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, et c'est rare de voir une œuvre avec autant justement de richesse où on a vraiment l'impression de croiser des persos très différents les uns des autres. Et du coup, l'originalité, le côté marquant, il y en a plein aussi. J'allais dire, il y a des persos avec plein de voix différentes. Là, c'est parce que forcément, je l'écoutais en livre audio, mais il y a des persos à qui on a plus envie de donner une voix qu'une autre, et on peut justement se faire une idée de la voix qu'on leur donne. Et c'est quand même une preuve qu'ils sont suffisamment bien décrits. Parce que il y a des persos où on serait incapable de dire quelle voix on leur donnerait. Alors que là, vraiment, comme je vous dis, il y a ce côté cliché au premier abord et profond derrière, qui est vraiment très agréable et en même temps très réaliste, parce que dans la vraie vie, c'est pareil, quand on croise quelqu'un de nouveau, on peut pas s'empêcher d'avoir des préjugés, pas préjugés dans un mauvais sens du terme, pas dans le sens où on s'arrête dessus, mais dans le sens où quand on voit une personne, on a besoin de s'en faire une idée rapidement. Du coup, on va tout de suite se dire, tiens, lui c'est le mec qui parle vite, lui c'est le mec qui dit toujours en fait, ou lui c'est le mec qui parle très fort. Enfin voilà, on va toujours avoir quelques clichés qu'on va retenir, ou bien sûr sur le physique pour les voyants, voilà, qui vont être le premier truc qu'on va se dire à propos d'une personne. Mais en fait, à chaque fois qu'on connaît mieux la personne, on va au-delà de ça. Et là, c'est totalement ce qui se passe. Les persos sont très, on peut même dire caricatural, mais sur le premier abord. Et à chaque fois, on se rend compte que il y a plein de choses derrière et qui sont vraiment riches. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que c'est beaucoup plus réaliste que les livres où tu te rends compte tout de suite de qui est le héros et qui sont les PNJ parce qu'ils sont pas profonds. Ils sont juste là pour servir le scénario. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, note globale, comme je vous disais, je vais rester sur un 8 pour toute la saga, même si je devais séparer, je mettrais quand même des 7 au recueil et un 8 au roman. Parce que c'est vraiment les romans où là, j'ai kiffé ma race. Alors qu'avant, j'étais juste en train de me dire, je sens qu'il y a quelque chose, je sens que c'est profond, je sens que ça en vaut la peine, que je suis dans un univers de quelqu'un que je respecte et tout, mais j'ai l'impression que c'est trop compliqué pour moi, que ça me fatigue et que je suis surchargée et c'est désagréable. Donc c'était triste, c'était dommage, mais c'était comme ça. Et ça me l'a pas fait pour les romans. Les romans, j'ai surchargé par moments en info, parce qu'il y a énormément de noms, il y a énormément de personnages, mais bon, j'y reviendrai quand j'en parlerai. Mais j'ai jamais surchargé en métaphores, en sous-entendu, etc. Donc c'était beaucoup plus fluide à ce niveau. En tout cas, voilà, je vous dis encore une fois, Andrzej Sapkowski, c'est un bon, il faut le lire, c'est cool. Je vous le conseille carrément. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vais spoiler. Même si je me sentais pas obligée de le faire, vous voyez, là j'étais en mode, j'avais presque oublié que j'avais pas parlé de la fin et je me disais tiens, je vais partir.